On a tous cette image en tête. Pour réussir sa vie, il y a une montagne à gravir. On imagine des obstacles extérieurs, des défis à relever. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on va explorer une idée un peu plus dérangeante, tirée des écrits de Brianna Wiest. Et si la montagne, c'était nous, pas un ennemi au dehors, mais un conflit au-dedans. Une lutte en fait entre la vie qu'on dit vouloir et toutes ces forces invisibles qui nous tirent en arrière. C'est une exploration qui parle à quiconque a déjà ressenti ça. Ce sentiment d'être bloqué. Exactement. D'être bloqué, de faire du surplace. De voir très clairement où on veut aller, mais de se sentir comme si on conduisait avec le frein à main serré en permanence. Oui, je vois très bien. C'est pour ceux qui sentent que leurs vieilles habitudes, leurs anciennes façons de se protéger sont devenues une sorte de prison invisible. Et ça nous amène à une question qui retourne complètement le problème. On voit toujours l'autosabotage comme une faiblesse, un manque de volonté. Presque une forme de haine de soi. C'est ça. Mais si c'était tout l'inverse? Et si c'était, aussi étrange que ça puisse paraître, un mécanisme de protection? Une tentative de notre esprit un peu maladroite de prendre soin de nous. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de dénouer ensemble. C'est une idée forte. Cette idée, il faut qu'on la décortique, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. L'auto-sabotage ne serait donc pas une pulsion de destruction, mais plutôt une tentative de survie. Exactement. Il faut le voir comme une stratégie de notre inconscient. Quand on a un besoin fondamental, un besoin de sécurité, de repos, d'authenticité. Un besoin qu'on ignore? Oui, mais qu'on refuse d'écouter consciemment. Alors notre esprit trouve un autre moyen de se faire entendre. Et ce moyen, c'est souvent un comportement d'auto-sabotage. C'est une sorte d'alarme en fait. C'est comme un système d'alarme qui se met à sonner de manière assourdissante parce qu'on ignore le petit voyant rouge qui clignote depuis des semaines. Est-ce qu'on a des exemples concrets de ça? De comment un comportement qui semble destructeur répond en fait à un besoin caché? Oui, et ils sont très parlants. Imaginez quelqu'un qui enchaîne les relations amoureuses mais finit toujours par tout gâcher au moment où ça devient sérieux. Le classique. Voilà. En surface, on dirait qu'il a peur de l'engagement. Mais en profondeur, son besoin réel, c'est peut-être de se retrouver seul, de se redéfinir en dehors du regard de l'autre. Et comme il n'ose pas se l'avouer, Comme il n'ose pas l'admettre, il crée inconsciemment une situation qui l'oblige à être seul. d'accord, Un autre exemple, un artiste qui a un travail stable, bien payé, mais qui procrastine sur tous ses dossiers importants. ce n'est pas de la paresse. Ce n'est peut-être pas de la paresse, non. C'est peut-être sa créativité qui hurle pour avoir de l'espace, et saboter sa carrière sérieuse est le seul moyen qu'elle a trouvé pour se faire entendre. Donc on ne se sabote pas parce qu'on veut échouer, mais parce qu'une partie de nous essaye désespérément de gagner sur un autre front. C'est ça. C'est un conflit d'intérêts interne. On veut une chose consciemment, mais une autre partie de nous en veut une autre. Et on est coincé au milieu. Et le sabotage est la sortie de secours. C'est la solution de facilité, celle qui anesthésie la douleur du conflit sur le court terme, mais qui ne résout jamais le problème de fond. On pense souvent que l'auto-sabotage vient d'un manque de confiance en soi. Mais ce qu'on découvre dans ces sources, c'est quelque chose de bien plus étrange, que ça viendrait de nos peurs les plus folles. Celles qui n'ont, en apparence, aucun rapport avec la situation. Comment est-ce que ça fonctionne, ça, Evelyne? C'est un mécanisme de projection qui est fascinant. Nos angoisses les plus profondes sont souvent abstraites et terrifiantes. La peur de l'inconnu, la peur de perdre le contrôle. La peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, ces peurs sont trop vastes à gérer. Alors, notre cerveau, qui est très malin, va les déplacer sur une peur plus concrète et irrationnelle, Pour la rendre gérable. en quelque sorte. L'exemple qui est donné est celui d'une personne qui a une peur panique d'être passager dans une voiture. La peur affichée, c'est l'accident. Mais la peur réelle en dessous, ça pourrait être la peur de ne pas être au volant de sa propre vie. La peur de lâcher le contrôle. La peur de devoir faire confiance, de lâcher le contrôle. Exactement. En gros, on préfère avoir peur d'un accident de voiture, ce qui est statistiquement improbable, plutôt que d'affronter la peur bien réelle de devoir changer de vie. Précisément. C'est un exutoire. On se concentre sur une peur sûre pour éviter d'affronter celle qui nous obligerait à agir. Et ça se connecte directement à nos croyances les plus anciennes, Celle de l'enfance. celles qui se sont formées dans l'enfance, oui. Notre cerveau est une machine à confirmer ce qu'il croit déjà. C'est le fameux biais de confirmation. Donc si on a intégré une croyance limitante très tôt, On va passer notre vie à la valider inconsciemment. comme l'idée que l'argent, c'est mal. C'est l'exemple parfait. Si vous avez grandi en entendant que les riches sont arrogants et malhonnêtes, même si vous aspirez consciemment à une meilleure situation financière, une partie de vous va résister
On va se mettre des bâtons dans les roues, en somme. On va faire des erreurs de gestion, rater des opportunités. Pourquoi? Pour ne pas devenir cette personne qu'on a appris à mépriser. C'est fou. L'anxiété qu'on ressent autour de l'argent n'est pas une peur de l'échec, c'est une peur de la réussite à cause de cette association négative inconsciente. D'accord, ça c'est la théorie. Mais au quotidien, à quoi ça ressemble? Comment on sait qu'on est en train de s'auto-saboter? Est-ce qu'il y a des symptômes clairs auxquels on peut faire attention? Il y en a plusieurs, mais le premier et le plus subtil, c'est ce qu'on appelle la résistance. La résistance. Oui, c'est un sentiment de friction, de blocage, qui apparaît non pas quand les choses vont mal, mais quand elles commencent à aller bien. Ah, c'est paradoxal. Très. Vous lancez un projet qui vous passionne et soudain, une anxiété sourde monte. Vous rencontrez quelqu'un de formidable et une petite voix vous dit que c'est trop beau pour être vrai. D'accord. Cette résistance, c'est votre système nerveux qui passe du mode survie, un état de tension qui vous est familier, au mode prospérité, qui est un territoire inconnu et donc potentiellement dangereux. C'est fou, c'est comme si on était plus à l'aise dans le chaos familier que dans un bonheur inconnu. Ça me fait penser à un autre grand classique, le perfectionnisme. Ah oui. On le présente souvent comme une qualité, mais ici, c'est vu comme un pur mécanisme de peur. Absolument. Le perfectionnisme, ce n'est pas l'amour du travail bien fait, c'est la peur de l'échec déguisée en standard de qualité. Une excuse pour ne pas commencer, en fait. C'est une peur si intense qu'elle paralyse avant même de commencer. On se fixe un objectif tellement haut qu'il est inatteignable, ce qui nous donne l'excuse parfaite pour ne jamais s'y mettre. Alors que la solution, c'est juste de se lancer. La solution n'est pas la perfection, mais le progrès. Il faut juste commencer, même si c'est moche, même si c'est brouillon. Le simple fait de se mettre en mouvement brise le sortilège. C'est le royaume de la to-do list qui ne finit jamais. On a tous connu ça. En lisant les sources, je suis tombé sur une autre idée qui m'a vraiment interpellé, celle du plafond de verre ou upper limit. L'idée qu'on aurait une sorte de thermostat interne pour le bonheur, c'est bien ça. Exactement. C'est un concept de Gay Hendricks. Imaginez que votre thermostat de bien-être est réglé par défaut sur 20 degrés. C'est votre niveau de confort habituel. D'accord. Maintenant, supposons que tout aille formidablement bien dans votre vie. Oui. Promotion, pleine forme, relation au beau fixe. La température intérieure monte à 25 degrés. C'est génial, mais ce n'est pas familier. Et là, le système panique. Le système interne panique. Il se dit « alerte, surchauffe ». Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à ouvrir une fenêtre pour faire redescendre la température. C'est-à-dire, il va créer une dispute futile, procrastiner sur un dossier crucial, manger n'importe quoi, n'importe quel petit acte de sabotage pour revenir à ce bon vieux 20 degrés familier. C'est incroyable. Donc on fabrique notre propre malheur juste pour rester dans une zone de confort émotionnel, même si cette zone n'est pas si confortable que ça. On est programmé pour rechercher le familier, pas nécessairement le bonheur. Et un dernier symptôme, très courant, c'est la justification. Les excuses. C'est ça, l'art de remplacer les accomplissements par des excuses. La vie ne se mesure pas en intention, mais en action. Chaque fois qu'on dit « je n'ai pas le temps de faire X », on déclare en fait que tout ce que j'ai fait à la place était plus important que X. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité, pas de temps. Chaque excuse est un choix déguisé. Ok. C'est un tableau un peu décourageant de voir tous ces mécanismes. Une fois qu'on a conscience de tout ça, par où est-ce qu'on commence, concrètement, pour s'en sortir? Les sources donnent une première étape, j'imagine? La toute première étape, et c'est la plus difficile, c'est de sortir du déni. L'honnêteté radicale. Ça demande une honnêteté radicale avec soi-même. On nous dit que le plus grand acte d'amour-propre n'est pas de se répéter des affirmations positives devant le miroir, Non. mais d'arrêter d'accepter une vie qui nous rend malheureux. L'exercice pratique suggéré est très simple, mais puissant. Prendre une feuille, un stylo, et lister de la manière la plus précise possible, sans filtre, tout ce qui ne va pas. Vraiment tout. Je suis frustrée de ne jamais finir mes projets. L'objectif est d'attendre une clarté totale. Ça me fait penser à l'expression « toucher le fond ». Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? De devoir aller très mal pour enfin vouloir changer? C'est exactement ça. Toucher le fond, ce n'est pas juste passer une mauvaise journée, c'est le point de bascule, le moment où toutes nos excuses, toutes nos justifications s'effondrent et où on se retrouve face à une seule et unique vérité. Laquelle? Le seul dénominateur commun à tous nos problèmes récurrents, c'est nous. Ouch! C'est un moment extrêmement douloureux, mais c'est aussi le moment le plus puissant qui soit. C'est de là que naît la résolution la plus forte. Plus jamais, je ne veux plus jamais me sentir comme ça. C'est la fondation. C'est la fondation sur laquelle on peut commencer à reconstruire.
Une fois qu'on a cette clarté, cette décision, quelle est la mécanique à mettre en place? Comment on passe à l'action quand on a passé des années à s'en empêcher? Le principe clé est d'apprendre à déconnecter l'action du sentiment. On est rarement bloqué parce qu'on est incapable, mais presque toujours parce qu'on n'a pas envie de faire ce qui est difficile. Nos émotions nous piègent en fait. Nos sentiments sont des guides peu fiables pour la croissance. Ils sont programmés pour chercher le plaisir immédiat, le confort, la sécurité. Ils ne sont pas faits pour construire un avenir. Il faut agir contre son humeur en quelque sorte. Il faut donc apprendre à agir avant d'en avoir envie. Se laisser guider par sa logique, par sa vision, pas par son humeur du moment. On pense que la motivation précède l'action. Oui, mais c'est l'inverse. Waouh! C'est une excellente question. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais de changer complètement de perspective, de ne plus voir nos émotions négatives comme des ennemis à supprimer, mais comme des messagers, des guides. Elles nous disent quelque chose. Elles nous montrent ce qui est vraiment important pour nous. Elles sont un système de guidage interne. Prenez la jalousie. C'est un sentiment qu'on juge toxique. Oui, clairement. Mais si on l'écoute, que nous dit-elle? Elle pointe avec une précision chirurgicale ce que l'on désire ardemment, mais qu'on ne s'autorise pas à avoir ou à poursuivre. C'est une carte au trésor alors. L'analyser, ce n'est pas si complexe, c'est obtenir une carte au trésor de nos propres désirs. Et ça marche pour d'autres émotions, hein, comme la colère ou la tristesse. Absolument. La colère nous montre où nos limites ont été franchies, ce qui est non négociable pour nous. C'est une énergie de protection. La tristesse nous montre ce que nous avons perdu et, par conséquent, ce que nous chérissions, ce qui a de la valeur à nos yeux. Chaque émotion difficile est une information. Exactement. Apprendre à les décoder, c'est apprendre à se connaître en profondeur. Pour synthétiser, si je comprends bien l'esprit de cette approche, la montagne n'est pas un obstacle extérieur qu'il faut détruire. Non, pas du tout. C'est notre propre résistance intérieure qu'il faut comprendre et apprivoiser. La maîtriser, c'est se maîtriser soi-même. C'est un processus qui semble presque être une sorte de renaissance, C'est ça. où l'on doit laisser une partie de soi derrière pour avancer. C'est tout à fait ça. Il s'agit de laisser mourir l'ancien soi, celui qui est défini par ses blessures et ses mécanismes de défense, pour permettre à une nouvelle version de nous-mêmes d'émerger. Et si on prend un peu de recul, le message sous-jacent est que cette transformation personnelle n'est pas un acte égoïste. Se guérir soi-même a un effet d'entraînement sur notre entourage, sur le monde. On change le monde en se changeant soi-même. Pour changer sa vie, il faut se changer soi-même. Mais la véritable transformation ne se produit pas dans un grand Big Bang, dans une révélation soudaine qui change tout. C'est plutôt un travail de fond, au quotidien. Exactement. Elle se construit à travers ce que les sources appellent des micro-changements. Des ajustements infimes, presque imperceptibles, mais répétés jour après jour, qui, mis bout à bout, finissent par changer complètement la trajectoire de notre vie. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question à méditer. En oubliant l'immensité de la montagne pour un instant, quelle est la toute première micro-action, ce petit pas presque invisible que l'on pourrait initier dès aujourd'hui? Non pas pour conquérir le sommet d'un seul coup, mais simplement pour faire un premier pas différent sur le chemin. C'est la seule question qui compte vraiment. Car la montagne ne disparaît jamais. On apprend simplement à devenir un meilleur alpiniste de soi-même. Et tout commence toujours par ce premier pas.